15 h sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. La représentation nationale a tenu aujourd'hui sa 4e séance de la première session ordinaire du Parlement pour l'année 2024. Et le ministre de l'Éducation nationale participe à la cérémonie d'ouverture de la 2e session du forum intitulé « Façonner l'avenir à Moscou ». Et les G7 s'ouvrent ce jeudi en Italie avec l'Ukraine et Gaza à l'ordre du jour. Voilà pour les titres, bonjour à tous. La représentation nationale a tenu aujourd'hui sa 4e séance de la première session ordinaire du Parlement pour l'année 2024. Le président de l'Assemblée nationale d'Iléta, Mohamed Dileita, a présidé donc la 4e séance de la première session ordinaire du Parlement pour l'année 2024 avec la participation du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, des ministres, des membres du gouvernement et de l'ensemble des parlementaires. Dans son allocution d'ouverture, le président du Parlement a déclaré l'ouverture de cette séance plénière. Il a ensuite invité les différents rapporteurs à prendre la parole pour exposer leur rapport sur les projets de loi qui avaient été examinés en commission. La plénière avait pour ordre du jour l'examen en commission de 6 projets de loi. Soumis à l'examen de la représentation nationale, les députés ont interpellé l'exécutif sur les textes de loi inscrits à l'ordre du jour. Face aux interrogations, les membres du gouvernement ont fourni des éléments de réponse ainsi que des informations complémentaires sur les projets législatifs. Et prenant la parole, le Premier ministre Abdelkader Kamel a abordé le volet diplomatique en exposant les tenants et aboutissants du projet de loi autorisant la ratification du traité établissant l'autorité intergouvernementale pour le développement. Ce traité vise à mieux coordonner les efforts régionaux pour relever les défis communs, notamment les changements climatiques, la gestion des ressources naturelles et la sécurité alimentaire. Il a souligné l'importance de ce traité pour la République de Djibouti, pays qui abrite le siège de l'IGAD. Profitant de cette occasion, Abdelkader Kamel Mohamed a exprimé ses vœux les plus sincères à l'occasion de la grande fête de la Eid al-Adha. Après les votes et l'adoption des textes de loi inscrits à l'ordre du jour, le président de l'Assemblée nationale a, dans son allocution, s'est exprimé au nom de la représentation nationale et en son nom propre une heureuse fête de l'Aïd al-Adha à l'ensemble de la nation djiboutienne, formulant ainsi des vœux de prospérité, de santé et de bonheur à la République de Djibouti. Il a adressé des souhaits chaleureux au chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, ainsi qu'à la première dame, Mme Khadra Mohamed Haïd. Ces vœux s'étendent également aux parlementaires et à leurs familles respectives, célébrant l'unité et la solidarité qui sont les piliers de notre nation. Écoutons le discours d'ouverture de cette séance plénière prononcé par le président du Parlement. La séance est ouverte. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue pour cette 4e séance publique. L'agenda comporte les projets suivants. Premier projet de loi 115 AN 24 9e législature portant ratification de l'accord de financement concessionnel au projet d'appui aux filières d'agrobusiness de Djibouti. Projet de loi 120 AN 24 9e législature portant ratification de l'accord de financement additionnel pour le projet de la gestion économique et développement des statistiques. Projet de loi 62 AN 24 9e législature portant approbation des comptes financiers de l'École nationale d'études juridiques pour l'exercice 2021. Projet de loi 63 AN 24 9e législature portant approbation des comptes financiers de autorisation. Projet 116, autorisant la ratification du traité portant création de l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD. Et enfin, projet de loi 121 AN 24 9e législature portant adoption de la stratégie nationale de protection sociale non contributive pour le renforcement du capital humain
2023-2027 de la République de Djibouti. Nous débutons d'abord par 2 séances de ratification d'accords de financement. Projet de loi 115 AN 24 9e législature portant ratification de l'accord de financement concessionnel au projet d'appui aux filières d'agrobusiness. Dans l'actualité également, toujours en Russie, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, a participé à la cérémonie d'ouverture de la 2e session du forum intitulé « Façonner l'avenir ». Ce 2e forum qui s'est tenu les 10 et 11 juin dernier à Kazan, capitale de la région du Tatarstan, a réuni les ministres de l'Éducation et les chefs de délégation de plus de 39 pays. Le forum a porté sur les questions liées aux défis actuels de l'environnement éducatif international ainsi que sur le rôle de l'éducation dans le développement économique. Ce forum a également été l'occasion pour les participants de partager leurs expériences et les bonnes pratiques. Lors de la cérémonie d'ouverture du forum, le vice-président de la Fédération de Russie a pris la parole pour souhaiter la bienvenue aux membres des différentes délégations et a souligné que la Russie est ouverte à une coopération globale dans le domaine éducatif et est par conséquent prête à partager son expérience riche et unique avec les membres des participants à ce forum. Le représentant du ministre des Affaires étrangères ainsi que le président de la région tour à tour pris la parole, suivi par le discours du ministre de l'Éducation de la Fédération de Russie. Les différents ministres de l'Éducation des pays invités ont à leur tour pris la parole pour remercier leurs hôtes pour l'organisation de ce 2e forum. Et quant au ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, il a dans son allocution rappelé les réalisations et les perspectives de son département au niveau de l'éducation et de la formation professionnelle. Происходит через реализм. Suivons à présent l'intervention du ministre de l'Éducation nationale prononcée lors de ce second forum à Moscou. J'ai saisi cette opportunité pour vous adresser mes chaleureux remerciements pour l'accueil chaleureux et fraternel ainsi que l'intention particulière qui nous a été réservée depuis notre arrivée. Mesdames et Messieurs, auguste Assemblée, grâce à la politique éclairée de notre président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui, dès arrivé à la magistrature suprême en 1999, a organisé les états généraux de l'éducation nationale qui ont permis l'avènement de notre école djiboutienne et citoyenne en 2000. C'est une école qui répond aux besoins de notre jeunesse et qui leur permet de développer tout leur potentiel. Notre école est obligatoire de 6 à 16 ans et ce depuis l'an 2000. Elle vise à promouvoir nos valeurs sociales, nos richesses culturelles et l'épanouissement de nos enfants avec plus d'autonomie et de créativité. Nos programmes scolaires, nos manuels sont développés et produits à Djibouti par des Djiboutiens et pour des Djiboutiens. Excellences, Mesdames et Messieurs, auguste Assemblée, mon département a pour mandat aussi la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de formation professionnelle. C'est une grande responsabilité car nous devons créer un environnement propice à une formation professionnelle de qualité pour répondre aux exigences de notre ambition nationale. En effet, nous voulons faire de Djibouti un hub régional dans le domaine des télécommunications, de la logistique et des finances. De plus, la formation professionnelle doit soutenir la croissance économique du pays qui se situe depuis quelques années, dizaines d'années, aux environs de 6 à 7%. Nous souhaitons, Inch'Allah, de développer une collaboration avec vous dans beaucoup de domaines, notamment la formation des formateurs en pédagogie et didactique, mais également dans le domaine de la prise en charge des enfants au potentiel intellectuel, mais aussi dans la formation professionnelle, nous souhaiterions nouer une collaboration dans le domaine de la mécanique, de l'électrotechnique, de la robotique, du numérique, tel que la cybersécurité et l'intelligence artificielle. Le mémorandum d'entente que nous allons signer tout à l'heure constituera une bonne base de notre collaboration future.
Et en marge de ce forum, le ministre de l'Éducation nationale a procédé à la signature d'un mémorandum d'entente avec son homologue russe pour le renforcement de la coopération entre les deux ministères. Ce mémorandum va permettre le renforcement de la collaboration entre les deux pays et faciliter les échanges des expériences dans les différents domaines du système éducatif. Les deux pays s'engagent également à faciliter l'organisation des activités conjointes dans les domaines préétablis par les deux parties. Les deux parties s'engagent à promouvoir une coopération mutuellement bénéfique dans le domaine des différents niveaux d'enseignement ainsi que la formation professionnelle. Ce mémorandum va également permettre l'apprentissage de la langue russe à Djibouti. Le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, accompagné ce matin Enrique Razon Junior, président de l'International Container Terminal Service, pour une visite des infrastructures portuaires de Djibouti. Enrique Razon Junior a débuté sa visite par le Red Sea World, où il a pu découvrir les installations et les capacités opérationnelles de ce site. Ensuite, il se rendu au Djibouti Damerdiog Industrial Park pour recevoir des informations détaillées sur ce projet stratégique. Après le DDIP, Razon Junior a visité la société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé et le Doralé Multipurpose au port. Et dans chacun de ces sites, les responsables ont présenté les différentes activités et performances de leurs installations respectives. Et la visite s'est clôturée à la Djibouti International Free Trade Zone, au 15e étage de la Djibouti International Tower, en présence du ministre djiboutien de l'économie et des finances. Une présentation a été faite à M. Razon Junior, couvrant les différents projets entrepris par l'autorité des ports et des zones franches et Great Horn Investment Holding, ainsi que ceux en cours et à venir. La présentation a mis en lumière le développement du transport multimodal mer-air, la connectivité de Djibouti et la vision de transformer le pays en un hub commercial. Les opportunités d'investissement ont également été exposées, démontrant le potentiel de Djibouti en tant que centre névralgique pour les affaires et la logistique et une porte d'entrée de l'Afrique. Dans l'actualité, toujours le gouvernement de Djibouti, à travers le ministère des Infrastructures et de l'Équipement, la Djibouti Port Corridor Road et la délégation de l'Union européenne a lancé aujourd'hui un système numérique de gestion de flotte de véhicules qui devrait transformer le mouvement des marchandises entre Djibouti et l'Éthiopie. Ce système aura un impact direct sur l'efficacité des marchandises transportées le long des routes du corridor. La cérémonie donc a eu lieu au Ayla Grand Hotel. Il s'agit de la première étape concrète d'un partenariat clé entre l'Union européenne et la République de Djibouti, le soutien de l'Union européenne à la stratégie de l'initiative de la Corne de l'Afrique en collaboration avec le gouvernement de la République de Djibouti et la République fédérale et démocratique d'Éthiopie. L'Union européenne a engagé 32 millions d'euros dans un programme consacré à la promotion de l'intégration économique régionale dans la Corne de l'Afrique par le développement du corridor de Djibouti mis en œuvre par l'Agence française de développement et Trademark Africa. Le programme vise à améliorer l'efficacité de l'un des corridors économiques les plus fréquentés d'Afrique tout en promouvant un commerce inclusif. L'objectif étant de contribuer à une réduction de 10% des coûts commerciaux, de 15% du temps de change et de 30% des délais de dédouanement à certains points de passage frontaliers. Le programme financé par l'Union européenne augmentera également de 15% les exportations dans les sous-secteurs clés
et permettra donc une croissance de 15% des revenus des groupes vulnérables ciblés, en particulier les femmes, dans le domaine du commerce. Nous sommes réunis aujourd'hui pour le lancement du projet FMS, qui est un élément clé de la stratégie de digitalisation des systèmes de transport dans la Corne de l'Afrique. En optimisant la gestion de la flotte des camions en transit, ces systèmes visent à accroître l'efficacité des transports, également va réduire le coût et bien sûr va améliorer la sécurité. Cela permettra non seulement de stimuler le commerce entre Djibouti et Éthiopie, mais aussi d'augmenter la productivité et les capacités exportatrices de la République de Djibouti. En conclusion, je souhaite exprimer ma profonde gratitude à tous ceux qui ont participé, contribué à cette étape du projet. Merci pour votre engagement, votre expertise et votre dévouement. Et suivons à présent les interventions de l'ambassadrice de l'Union européenne à Djibouti et du directeur général du Djibouti Port Corridor Road. Ce projet à Djibouti et en Éthiopie a été donc financé par l'Union européenne pour un montant total de 32 millions d'euros et s'inscrit dans un soutien beaucoup plus large de l'Union à la région de la Corne de l'Afrique, notamment dans les domaines de la facilitation des échanges commerciaux et de la digitalisation des infrastructures pour améliorer la connectivité infrarégionale et donc la compétitivité de ce secteur, de ce corridor au niveau régional et continental. Il est précieux à nos yeux de soutenir la stratégie Vision Djibouti 2035 via ce projet dans un contexte où il est estimé qu'environ 80% du trafic du port de Djibouti est à destination de l'Éthiopie et environ 95% du trafic à destination de l'Éthiopie passe par ce corridor. Djibouti peut donc, selon son ambition, devenir vraiment le phare de la mer Rouge. Ce projet lancé par le ministère des Infrastructures et de l'Équipement, à travers notre structure Djibouti Port Corridor Road, s'inscrit dans le cadre de l'initiative de la Corne de l'Afrique, lancée en 2019, et s'aligne parfaitement avec les objectifs de Vision Djibouti 2035 sous le leadership éclairé du président de la République de Djibouti, El Hadj Ismaël Omar Guelleh. Ce projet vise à révolutionner la gestion des mouvements de camions, à réduire le coût opérationnel, à accroître la sécurité des transports et à minimiser les émissions de carbone. Pour rappeler brièvement les caractéristiques de ce système permettra un suivi en temps réel, en fournissant des données instantanées sur la localisation des camions et en garantissant ainsi une visibilité totale sur le transport des marchandises. Ces projets aussi, autre avantage aussi, permettra de sécuriser la collecte des redevances d'usage en assurant une collecte précise et sécurisée des redevances. Il augmentera la transparence et l'efficacité. Ce que va apporter ce système, le suivi de camions grâce à la technologie des RFID, c'est que le propriétaire des marchandises éthiopien, parce que aussi propriétaire aussi des camions, pourra suivre le mouvement de son camion ou le mouvement aussi des marchandises, depuis l'arrivée du navire jusqu'à la frontière djiboutienne, et le système éthiopien en place prendra la relève. Donc, d'une manière générale, le corridor, c'est-à-dire les informations concernant le corridor de Djibouti sera totalement intégré. Et pour sa part, le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, a indiqué que grâce à ce partenariat, l'intégration commerciale entre Djibouti et l'Éthiopie sera renforcée par l'harmonisation des régimes commerciaux et l'intégration des règles et réglementations communes en matière de commerce et de douane. On écoute le président. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'initiative de la Corne de l'Afrique lancée en
2019 visant à renforcer l'intégration économique et le développement régional. Cette initiative est le fruit d'une collaboration fructueuse entre Djibouti, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Kenya et la Somalie, avec le soutien précieux de l'Union européenne. Je profite de cette occasion pour exprimer notre profonde gratitude à l'Union européenne pour le financement de ces projets ambitieux. Ce système innovant nous permettra de suivre en temps réel les camions de marchandises sur le corridor de Djibouti, optimisant ainsi les opérations de chargement et de déchargement au port de Djibouti. La réduction des temps d'attente, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et la sécurisation des informations sur les camions et la cargaison sont des avantages majeurs de ces projets. En facilitant l'échange de données entre différentes entités, ce système renforce la coordination, la transparence dans la gestion des opérations logistiques. Il s'inscrit parfaitement dans notre vision de moderniser et de développer durablement nos infrastructures portières, contribuant à renforcer également nos positions en tant que hub logistique régional. À cet égard, il est crucial de rappeler que ces projets s'inscrivent dans la vision de notre président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, de faire de Djibouti un hub logistique régional et international. Et de son côté, le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Hassan Mohamed Ibrahim, a souligné l'importance de ce projet. On l'écoute. Cette initiative est le fruit de la collaboration entre Djibouti, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Kenya et la Somalie, avec le soutien précieux de l'Union européenne et de l'Agence française de développement et de Trademark Africa. Le corridor Djibouti est une artère vitale pour notre économie. En introduisant cette technologie RFID, nous faisons un pas décisif vers une logistique plus efficace, plus sûre et plus moderne. Ce système nous permettra de suivre les camions en temps réel, de réduire les temps d'attente et d'améliorer l'efficacité opérationnelle. Il facilitera également l'intégration et l'interopérabilité entre les différentes entités régionales, renforçant ainsi notre position stratégique. Ces projets s'inscrivent pleinement dans la vision Djibouti 2035, notre feuille de route pour un développement durable et inclusif. Initiée par son Excellence le Président Ismaël Omar Guelleh, la vision Djibouti 2035 aspire à transformer notre pays en un centre de commerce et de logistique de classe mondiale, tout en assurant un développement économique, social et environnemental équilibré. Cette vision audacieuse est notre boussole, guidant nos efforts pour construire un avenir prospère pour tous les Djiboutiens. Les avantages de ces projets sont nombreux et significatifs. Dans l'actualité, toujours à 48 heures du début du grand pèlerinage à la Mecque, qui coïncide cette année avec le 8 du mois de Dhul Hajj, du calendrier de l'Hégire, le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf a rencontré ce matin les pèlerins djiboutiens à la résidence des pèlerins à la Mecque. Une visite qui s'inscrit dans le cadre des derniers préparatifs pour le départ à Mina, l'étape qui précède le jour de Arafat. Lors d'une réunion tenue par le ministre en marge de cette visite, il a entendu les avis des pèlerins sur leurs préoccupations et a répondu à leurs questions. Au cours de cette visite, le ministre a donné des dernières instructions aux pèlerins pour qu'ils se concentrent sur l'accomplissement du Hajj. Il les a rassurés sur la fourniture de toutes les facilités pendant leur séjour dans les lieux saints. Il les a exhortés de faire preuve de solidarité et à aider les
plus faibles d'entre eux pendant ce voyage béni. Il a souligné la responsabilité du ministère de répondre à tous les besoins des pèlerins et de les guider à travers les programmes de sensibilisation proposés par des responsables de la mission du Hajj. Il a souligné que le ministère fera tout son possible pour surmonter les obstacles auxquels sont confrontés les pèlerins djiboutiens. Le ministre Moumin Hassan Barre a souligné également que le ministère fera tout pour permettre aux pèlerins d'accomplir correctement leurs devoirs religieux. Inch'Allah ta'ala. Sous le patronage de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoué, plusieurs dizaines de jeunes des CDC d'Ali Sabié et de Damerjog ont visité hier le mémorial du barrage de Djibouti-Eiga à l'occasion des célébrations commémoratives du 47e anniversaire de l'indépendance nationale et dans le cadre du lancement des journées portes ouvertes du 12 au 26 juin 2024. La ministre a fièrement accueilli et salué les jeunes, les exhortant à partager l'histoire des moments forts qui nous ont permis d'acquérir notre souveraineté. Et cette visite a offert une opportunité éducative aux jeunes et l'occasion de découvrir plus en profondeur l'histoire de leur pays et le rôle important que joue le mémorial comme vecteur de conservation et de transmission de la mémoire collective pour la période 1966 à 1977. Dans cette visite guidée des différents locaux du mémorial, les jeunes ont également pu voir des expositions de photos présentant les épisodes de lutte pour l'indépendance de Djibouti et les affres et sacrifices endurés à cause du barrage de Balbala. Toujours dans le cadre de cette première journée porte ouverte, les jeunes ont également visionné non seulement les vidéos de répression de l'administration oppressive coloniale, mais surtout apprécié la résilience, l'unité et la solidarité de nos aînés, transcendant tout clivage ethnique ou tribal, déterminés à nous affranchir de la puissance colonisatrice, et ceux ont su de nous léguer ce précieux héritage qu'est la souveraineté nationale. Les jeunes ont assisté également à la mise en scène des vécus douloureux avec l'appui de la garde-côte djiboutienne et ont effectué une immersion rétrospective en imitant les gestes qui a donné son nom au mémorial Eiga. Les journées portes ouvertes se poursuivront jusqu'au 26 juin prochain où sera célébrée l'inauguration du mémorial sous le patronage du président de la République le 26 juin 2022. Ali Sabié, je viens du CDC. Aujourd'hui, on a l'opportunité de venir ici, le mémorial Eiga. Et on a vu le poste de contrôle, l'hommage, l'arbre Eiga. Et c'est la première fois que je vois s'émerveiller. Et les gardes-côtes ont fait un petit sketch, comment les gens passent pour rentrer la ville. Et les autres qui n'avaient pas de pièces, ils ne rentraient pas. Ils sont fait du geste, c'est émerveillé. Et enfin, ils nous ont projeté un vidéo de ce qui s'est passé avant l'indépendance. Dans le cadre de sa mission de travail, le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées de Al Saïd Mahmoud a tenu des rencontres importantes. Il a rencontré un représentant de l'Université de Columbia pour discuter des voies et moyens de collaboration futures dans le domaine de l'éducation au profit des personnes en situation de handicap. De plus, il a eu une rencontre bilatérale avec la délégation du Brésil portant sur les expériences respectives de chaque pays dans le domaine du handicap et sur une future collaboration visant à échanger des bonnes pratiques. Un accord de coopération est en cours de signature avec la délégation du Brésil. C'était donc l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal. Le séminaire des écoles de sécurité et de défense de la direction de la coopération de sécurité et de défense est ouvert hier au centre de conférence de la gendarmerie nationale situé au PK23. Présidé par le général de corps d'armée Régis
Kolkombe, directeur de la coopération de sécurité et de défense. Cet important événement a réuni, en plus des officiels de la DCSD, du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, de l'Agence française de développement et d'UNITAR, 21 directeurs généraux ou représentants des écoles de sécurité et de défense installées essentiellement en Afrique, ainsi que 23 directeurs des études et chefs de projet français en poste dans ces pays. Cet événement annuel, qui à sa 4e édition, est un cadre unique de rassemblement et d'échange entre les dirigeants de ces écoles et de sécurité et de défense, dans l'objectif de réfléchir à l'optimisation de cet exceptionnel réseau de partenariats. Après les discours d'ouverture, plusieurs présentations ont suivi, notamment des chefs de délégation représentant d'autres écoles nationales à vocation régionale implantées dans le continent africain, des officiers nationaux de la gendarmerie et de la police nationale ayant participé à des formations et stages organisés dans les différents ENVR ont témoigné de la qualité des enseignements qu'ils ont pu acquérir. Cette première journée de travail s'est clôturée par l'échange de cadeaux et de la traditionnelle photo de famille. Et pour le second jour, la première phase des travaux de ce 4e séminaire annuel des écoles de sécurité et de défense s'est poursuivie par la visite des installations de l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire. Et sur place, la délégation a pu constater de visu les moyens pédagogiques et les laboratoires techniques dotés d'équipements de nouvelles technologies pour la formation en police judiciaire et police technique et scientifique. Et ensuite, les invités se sont déplacés au centre mixte de l'EI3PJ où ils ont pu toucher de près les installations destinées à l'hébergement, l'alimentation et au bien-être des stagiaires internationaux qui font leur stage au sein de cette prestigieuse école. La visite de la bibliothèque du centre a clos la visite sur place. À l'issue, l'ensemble des participants s'est déplacé sur la capitale éthiopienne pour la seconde phase des travaux du dit séminaire. Suivons à présent les interventions du premier conseiller de l'ambassade de France et du général du corps d'armée. Je suis particulièrement heureuse et honorée de m'exprimer devant vous pour l'ouverture de ce 4e séminaire annuel des écoles de sécurité et de défense de la direction de la coopération de sécurité et de défense de notre ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Je vous transmets ici collectivement les chaleureuses et amicales salutations de Madame l'ambassadrice de France, Dana Pourcarescu, actuellement retenue pour une mission en France. Et je vous adresse en mon nom propre et au nom de l'ambassade de France la bienvenue parmi nous à Djibouti. La coopération de sécurité et de défense est une réalité du quotidien ici à Djibouti et elle est l'un des piliers particulièrement forts et solides de notre coopération bilatérale. Elle se traduit chaque jour et tout au long de l'année dans les actions de formation, les scolarités dans nos écoles en France ou dans celles du réseau de la DCSD, les missions d'expertise ou bien encore les exercices conjoints qui permettent de répondre au mieux et au plus juste aux besoins exprimés par nos partenaires des institutions sécuritaires et militaires djiboutiennes. Donc tout d'abord saluer et remercier ici l'ensemble de nos partenaires djiboutiens qui nous font l'honneur et le plaisir d'être présents à nos côtés ce matin. Forces armées, gendarmerie et police nationale, protection civile, garde-côtes et aviation civile. D'ouvrir officiellement le 4e séminaire, puisqu'on l'appelle comme ça, de ce réseau qui est magnifique et qui est unique. Je voudrais m'associer également aux remerciements qui ont déjà été faits pour les autorités djiboutiennes, monsieur le directeur des relations internationales, pour votre hospitalité vraiment chaleureuse, et pour le commandement de la gendarmerie tout spécialement pour mettre à disposition ce magnifique centre de conférence et votre accueil et votre assistance dans le montage de ce séminaire. Mais je voudrais également en profiter pour rendre hommage ce matin à tous nos prédécesseurs, tous ceux qui ont porté, créé et mis sur les fonds baptismaux, si je peux dire, ce formidable réseau qui est unique en son genre. Il n'en existe pas d'autre, qui est chacun de vos centres, de vos écoles de formation est une référence sur le continent, parfois unique. Je pense au centre cyber de sécurité à Dakar, au centre de déminage de Ouida et à bien d'autres. C'est presque 3000 stagiaires par an. C'est quasiment tous les domaines de formation, formation des officiers, formation technique, qui sont couverts. Et c'est surtout, je pense, un formidable brassage et rencontre entre les différents pays dans un moment où cette interconnectivité, où cette nécessité de travailler ensemble
devient de plus en plus importante. Le rôle fondamental des écoles de formation se voit tous les jours. Le directeur général de la police nationale, le colonel Abdelrahman Ali Kahine, accompagné de plusieurs officiers de la police, a effectué hier un déplacement dans la localité de Mouloud, située dans la région du Dikil, pour procéder à la cérémonie de pose de la première pierre d'un poste de police. Accueilli à son arrivée par le préfet de Dikil, Hassan Abdeloublé, le vice-président Ibrahim Gourro Abdallah, le sous-préfet de Mouloud et le colonel Abdelrahman Ali Kahine a tenu à remercier les habitants de cette localité, de cette sous-préfecture de Mouloud pour leur accueil chaleureux. À noter que ce projet s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des détachements de la police nationale dans les régions du sud du pays. Et dans la foulée, le directeur général de la police nationale a profité de ce déplacement dans la localité, dans la sous-préfecture de Mouloud, pour prendre part aux côtés du secrétaire d'État au sport, Hassan Mohamed Kamil, au lancement de la première édition du tournoi de football organisé par le comité pour le développement de Mouloud et destiné aux 8 sous-préfectures des 2 régions du sud du pays, à savoir Ali Sebié et Dikil. Et le directeur général de la police nationale, le colonel Abdelrahman Ali Kahine, a exprimé sa grande satisfaction lors de la pose de la première pierre du projet de construction de ce premier poste de police nationale dans la sous-préfecture de Mouloud. Il a salué le soutien apporté par le directeur général de la société djiboutienne des chemins de fer, le préfet de la région d'Ikil, le sous-préfet de Mouloud, le président du conseil régional ainsi que par les habitants. Et dans une brève déclaration, le directeur général de la police nationale a souligné le rôle majeur que jouera ce poste pour renforcer et consolider la sécurité dans cette sous-préfecture une fois la construction des bâtiments achevée. Dans une démarche visant à promouvoir le bien-être et l'épanouissement des jeunes incarcérés, une délégation conduite par la secrétaire générale du secrétariat d'État au sport, Khadiga Ibrahim Idriss, a effectué ce matin une visite au centre pénitentiaire de Gaboud. À cette occasion, des équipements de kits sportifs ont été offerts aux jeunes détenus. La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur général du centre pénitentiaire de Gaboud, le colonel Mohamed Younis, ainsi que de divers autres responsables du centre. Les cadres et représentants du secrétariat d'État au sport ont également honoré l'événement de leur présence, témoignant de l'importance accordée à cette initiative. L'objectif étant de fournir aux jeunes incarcérés des moyens de s'épanouir à travers le sport, en leur offrant des équipements et des kits sportifs. Le secrétariat d'État au sport entend non seulement les occuper de manière constructive, mais également leur permettre de développer des compétences essentielles telles que l'esprit d'équipe, la discipline et la résilience. La secrétaire générale a souligné l'importance de ce geste, déclarant que le sport peut jouer un rôle crucial dans la réinsertion sociale des jeunes incarcérés. Elle a également rappelé que cette initiative s'inscrivait dans une démarche plus large visant à utiliser le sport comme un outil de transformation et sociale et de développement personnel. Le secrétaire général, le secrétaire d'État au sport, qui nous a mis à notre disposition un don destiné à la population carcérale, particulièrement les jeunes. Ce don est composé des équipements sportifs qui est arrivé à point nommé et au prélude de la Eid al-Adha.
Je remercie à travers Madame la secrétaire générale et la délégation et au secrétaire d'État au sport qui œuvrent pour le bien-être de la population carcérale. Nous remercions, nous espérons que cette visite engendrera d'autres actions en faveur des jeunes incarcérés, Inch'Allah. Et pour clore l'actualité nationale, nous allons parler météo. Cette année, le Khamsin a débuté 2 semaines plus tôt par rapport aux années précédentes. Depuis le début de ce mois de juin, la température maximale varie entre 40 et 43 degrés Celsius à l'ombre. L'humidité restant réduite durant l'été est toujours élevée. À nos jours, ce matin, la visibilité était réduite de 4 km à 3 km dans les secteurs d'Ambouli, de l'aéroport et de Chebele. Il est conseillé donc à la population de veiller au risque éventuel de catastrophes liées à ce phénomène, risque d'incendie relativement très élevé, notamment pour les foyers utilisant des cuisinières à pétrole. Les risques d'incendie encourus lors de son utilisation sont considérablement élevés, donc la vigilance et la prudence sont de mise. Et lorsque le Khamsin souffle fort, il soulève des poussières et génère des tempêtes de sable qui réduisent la visibilité à moins d'1 kilomètre. Il y a là risque d'accident de route notamment. Qui s'ajoute aussi. Le Khamsin qui a débuté hier matin en réduisant la visibilité de 3-4 km. Normalement, c'est le mois de juin à partir des 22 où il devrait avoir le Khamsin. Par contre, il y a eu l'avancement, ce qui nous montre que c'est l'effet des changements climatiques. Donc, nous avertissons la population qu'il y aura les Khamsin diront 50 jours, c'est comme son nom l'indique en langue arabe. Khamsin c'est 50 et ça va durer jusqu'à 50 jours. Et nous demandons que la population soit vigilante et prenne la conscience, et surtout de ceux qui utilisent les cuisines avec des pétroles, et surtout ceux qui habitent dans les maisons des bois, et de faire attention. Et là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. C'était dans le titre de cette édition. Le G7 s'ouvre aujourd'hui en Italie avec l'Ukraine et Gaza à l'ordre du jour. Les conflits en Ukraine et à Gaza, les migrations, l'Afrique, l'intelligence artificielle sont au menu de ce sommet qui s'achèvera samedi. Il se tient cette année dans les Pouilles à Fasano, dans un complexe hôtelier grand luxe qui sera jusqu'à samedi l'endroit le plus surveillé de la planète. Le sommet intervient à un moment particulièrement difficile sur la scène internationale. Outre les discussions sur la guerre en Ukraine et le conflit au Moyen-Orient, la présidence italienne mettra aussi l'accent sur la Méditerranée et l'Afrique ainsi que sur le changement climatique. Une session spéciale sur la régulation de l'intelligence artificielle verra le pape François s'exprimer sur le sujet. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end sur Télé Djibouti et très très bonne fête de l'Aïd al-Adha à toutes et à tous.